Bonjour à toutes et tous, bienvenue à notre séminaire Cadre des fonctions publiques et si nous parlions télétravail. Donc nous sommes ensemble pour 1h30, donc de midi à 13h30. Merci à tous de vous être connectés. Je vais vous présenter nos invités, les intervenants de ce webinaire, et nous allons pouvoir commencer. Donc nous avons Sonia Paco, secrétaire régionale CFDT en charge des cadres. Bonjour. Carole Chapelle, secrétaire générale adjointe de l'UFA-CFDT et négociatrice pour cet accord qui présentera les points forts de l'accord. Bonjour. Laurent Dumanche, secrétaire national à la CFDT cadre. Bonjour. Olivier Brun, représentant syndical aux HCL. Bonjour. Donc, il y aura un temps d'échange à la fin du webinaire sur les 20 dernières minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et nous prendrons les questions à la fin. Et il sera aussi disponible sur YouTube, donc vous pourrez le regarder plus tard si vous n'arrivez pas jusqu'à la fin de ce temps d'échange. Il sera disponible et on vous enverra le lien. Pour ma part, donc, je suis Estelle Delaune, donc je vous souhaite la bienvenue et je suis chargée de mission auprès des cadres au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc Sonia, bien. Alors j'ai le plaisir effectivement de participer à cet webinaire et on vous remercie de pouvoir être là puisque la question du télétravail dans les fonctions publiques, même s'il est possible depuis quelques années, sa déclinaison n'a pas forcément toujours été simple. Et si dans le secteur privé, notamment la question du télétravail, notamment au niveau de la CFDT, on l'apporte depuis plusieurs années, on a quand même cette crise sanitaire qui est venue imposer dans nos organisations et notamment dans les services de la fonction publique, mais de manière un peu brutale, ce nouveau mode d'organisation avec des services qui n'étaient pas forcément prêts à pouvoir l'accueillir, avec une organisation qui n'était pas forcément adaptée pour le mettre en œuvre dans les meilleures conditions. Mais au moins, l'intérêt, c'est que ça a posé cette question-là, en tous les cas, ce sujet, y compris dans les fonctions publiques. Et la question du télétravail, au-delà de l'obligation qu'on a eue d'en faire du fait des mesures sanitaires, il y a des vrais intérêts et des vrais enjeux en termes d'amélioration des conditions de travail, que ça soit en termes d'articulation vie pro, vie perso, dans ce que ça peut faire économiser et gagner de temps en termes de trajet. On peut même y percevoir quand même un enjeu écologique aussi en termes de réduction des mobilités. Et voilà, il y a un certain nombre et la CFDT le porte, d'aspects positifs sur cette possibilité de décliner le télétravail dans les organisations. Simplement, il y a un certain nombre de garde-fous sur lesquels il faut être attentif, puisque un télétravail mis de manière un peu anarchique ou sans dialogue, sans accord, etc., il peut y avoir des écueils et des risques sur la santé parce qu'il n'y a pas le matériel, des troubles musculo-squelettiques, des risques aussi sur, on va dire, plutôt psychosociaux parce qu'il y a un enjeu de rester dans un collectif de travail. Donc voilà, un certain nombre d'enjeux autour de ça qui font effectivement que la CFDT, elle a signé un accord en juillet et Carole va prendre ma suite pour vous en expliquer la genèse, parce qu'effectivement, il était important de considérer cette question du télétravail dans un cadre qui favorise effectivement, enfin qui se traduise par un aspect de l'organisation du travail qui va améliorer les conditions de travail. Donc, c'est important de poser l'enjeu là-dessus et ça va être tout l'objet de notre séquence aujourd'hui. Mais je vais laisser Carole nous expliquer comment tout ce parcours de négociation et comment on arrive à cet accord de juillet. Merci. Merci Sonia, puis merci pour cette invitation. Donc, comme le disait Sonia, le télétravail était peu répandu dans la fonction publique quand est arrivée la crise sanitaire, puisqu'on est passé en l'espace d'un mois et demi d'environ 4% de télétravailleurs à plus de 40% sur l'ensemble de la fonction publique, les trois versants. Donc, ça a été vraiment un choc culturel. Et les agents publics donc, ont commencé à télétravailler. Alors, il y a eu les mêmes difficultés que dans le privé. Par contre, il y en a eu d'autres qui ont distingué les agents publics de leurs homologues du privé, qui étaient, d'une part, ils ont déclaré avoir plus souffert de la désorganisation du travail collectif,
Bon, du manque de matériel, ça c'était aussi une chose, hein, évidemment. Olivier sourit à côté de moi. Et de la perte de lien avec leur collectif de travail et leur supérieur hiérarchique. Donc ça, c'était vraiment les 3 éléments qui ont été confirmés dans les études de l'ANACT et de l'IFOP qui ont été faites au printemps et à l'été 2020. Donc des difficultés particulières aux agents publics. Et voilà, donc pour resituer un petit peu le contexte, donc la CFDT, dès le mois d'avril 2020, au vu de ces remontées et de ce qui se passait sur le terrain, a demandé une négociation sur le télétravail et l'organisation du travail, parce que c'est important dans la fonction publique. C'est une négociation qui s'est ouverte en février 2021 et qui a abouti à un accord. Alors, c'est une négociation un peu, on dit marathon en général, mais là, c'était sprint, parce qu'elle était très courte. Et elle aboutit à un accord qui a été signé à l'unanimité des organisations syndicales représentatives, donc il y en a 9, et des représentants des employeurs, le 13 juillet 2021. Alors, ce n'est pas seulement anecdotique, le fait que ce soit unanime, c'est que ça répondait vraiment à une situation qu'on ne voulait plus voir, quoi, aussi bien les employeurs que les représentants des personnels voulaient vraiment prendre ce problème à bras-le-corps et se donner les moyens d'encadrer le télétravail pour ne pas retomber dans les mêmes souffrances et les mêmes travers. Donc, chacun avait des préoccupations différentes, bien sûr, c'était une négociation, donc l'accord était un accord de compromis, bien évidemment, mais dans lequel la CFDT a retrouvé quand même beaucoup d'éléments qu'elle avait portés. Alors déjà, dès l'accord de méthode, on a obtenu que ce soit un accord cadre qui soit commun aux 3 versants de la fonction publique et pas seulement un accord pour l'État, ce qui était prévu au départ. Et aussi un sujet qui est important, c'est on a obtenu que l'indemnisation du télétravail fasse partie de l'accord. Parce que ça, c'était pas gagné, les employeurs n'en voulaient pas du tout, avaient dit, écoutez, c'est pas compliqué, si ça doit nous coûter 1 centime, nous, on ne signera pas. Donc, on a quand même obtenu qu'il y ait cette question d'indemnisation. Et puis, un 3e point qu'on a obtenu en tant que CFDT, c'est ce dont parlait aussi Sonia tout à l'heure, le centrage de l'accord autour de l'organisation du travail. Parce que pour nous, le télétravail, c'est un sujet en soi, il faut l'encadrer, c'est sûr, mais c'est surtout un sujet qui interroge l'organisation du travail, qui oblige à la repenser. Et notre ambition, c'était quand même d'avoir un accord dans lequel on parle d'organisation du travail et que le télétravail puisse produire des avancées qui soient utiles à tout le monde, qui servent à améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs, qu'ils télétravaillent ou qu'ils ne télétravaillent pas. Et alors, c'était un programme ambitieux, on n'a pas tout obtenu, mais enfin, il y a quand même pas mal de choses. Donc, je ne vais pas vous lister tout ce qu'il y a dans l'accord. Bon, c'est un accord, je vous invite à le lire, vous le trouverez sur le site de la fonction publique. J'en perds mes papiers en direct. Donc voilà, c'est un bel accord de 20 pages. Donc je vous invite à le lire parce que c'est quand même très, très intéressant. Alors, les principes essentiels qui figurent dans cet accord, c'est d'une part que le télétravail ne concerne pas que le télétravailleur et son N+1. Le télétravail, c'est un sujet qui concerne l'ensemble du collectif de travail. Et parce qu'on a vu pendant la crise sanitaire, que le travail, c'est pas chacun accomplit ses petites missions tout seul derrière son ordinateur, parce que quand on fait ça, ça marche pas. Donc le travail, c'est pas ça, et donc le télétravail concerne absolument tout le monde. Donc dans l'accord, il y a tout un aspect accompagnement du collectif de travail, formation donc de l'agent télétravail et de son supérieur, mais aussi de l'ensemble des agents, y compris ceux qui ne télétravailleront peut-être jamais, pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un collègue en télétravail, comment on communique avec lui, comment on travaille avec lui, etc. Le 2e principe tourne autour de l'éligibilité au télétravail en fonction des activités et pas des métiers ou des postes occupés. Alors là, c'était une chose à laquelle on tenait énormément, puisque là aussi, ça interroge l'organisation du travail, puisqu'on est obligé de décortiquer les missions d'un agent pour définir des activités qui peuvent être télétravaillées,
Ça peut concerner, bon, Olivier est à côté de moi, ça peut aussi concerner évidemment des agents qui sont dans la fonction publique hospitalière, même des infirmiers ont des études de cas, de dossiers à faire, etc., des plannings qu'ils peuvent exercer en télétravail. Et c'est donc, ça interroge l'organisation du travail, donc ça c'est quelque chose qui nous intéressait. Et puis aussi, c'est un facteur d'équité entre les agents, puisque ça veut dire que personne n'est a priori exclu du télétravail selon son poste ou selon son métier. Ça, c'est un élément qui existait déjà dans le décret de 2016, mais qui avait été très peu mis en œuvre et qui a été réaffirmé donc, dans cet accord. Donc, il y avait aussi des questions de charge de travail, des horaires de travail, et le sujet du droit à la déconnexion, puisque la déconnexion le droit à la déconnexion n'existe pas dans la fonction publique. Alors, il n'existe toujours pas dans la loi, mais ceci dit, il est quand même créé dans cet accord, puisqu'il était quand même difficile de parler de télétravail sans parler de droit à la déconnexion. C'est un sujet qui n'est pas clos, puisqu'évidemment, le droit à la déconnexion ne va pas concerner que les agents en télétravail. Pour nous, il faut aussi qu'il s'étende à l'ensemble des agents. Mais enfin bon, voilà, on a déjà mis un pied dans la porte. Et les modalités du droit à la déconnexion, c'est un des éléments qui seront à négocier localement. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je ne voudrais pas être trop longue. Le troisième principe, c'est que toutes ces nouvelles modalités de travail, que ce soit hybride, à distance, en présentiel, etc., ça, on a beaucoup parlé du management de confiance, des transformations de l'encadrement que ça pouvait avoir, donc évidemment aussi dans la fonction publique, qui était peut-être un petit peu moins bien préparée que les autres. Mais toutes ces nouvelles formes de management, c'est bien de dire aux managers, maintenant, il faut cesser de faire du management de contrôle et puis il faut travailler en mode projet, il faut faire du management de confiance, mais il ne suffit pas d'agiter le mot, encore faut-il que les managers aient la formation pour le faire, l'accompagnement, et puis qu'ils aient les marges de manœuvre suffisantes aussi pour mettre en place cette organisation de travail qui permet ce genre de management. Donc voilà, ça figure aussi dans l'accord. C'est les trois éléments importants. Le quatrième, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est l'indemnisation. Alors ça, c'est un sujet qui est un petit peu à part, donc qui a donné lieu à quelques séances de négociation en dehors du contenu de l'accord. Donc l'indemnisation, elle est fixée dans cet accord cadre à 2,50 € par jour, avec un plafond de 220 € par an. Alors c'est une somme qui a été fixée en fonction des moyennes d'indemnisation des accords qu'il y avait pu avoir dans le privé, en concertation aussi avec les employeurs. Il fallait que ce soit une indemnisation qui ne soit pas une prime déguisée, qui ne soit pas une incitation financière au télétravail, mais qui indemnise les agents du surcoût qu'ils pouvaient avoir en raison du télétravail, notamment les dépenses en électricité. Voilà, donc c'est un début. Alors d'aucuns trouvent que c'est pas beaucoup. Voilà, l'idée c'est pas de se faire de l'argent en télétravaillant non plus. C'est juste que le télétravail ne coûte pas d'argent à l'agent qui est en télétravail. Et voilà, alors rien n'empêche de le négocier dans les accords locaux. Ceci dit, j'attire quand même l'attention sur le fait que d'une part, il ne faut pas que ce soit donc une incitation financière au télétravail, et d'autre part, il ne faut pas non plus que ce soit un frein au télétravail, puisque le télétravail n'est pas un droit, c'est une demande. Donc, il ne faut pas non plus que l'employeur soit enclin à refuser le télétravail parce que ça lui coûte trop d'argent. Là, ça serait complètement contre-productif pour tout le monde. Donc voilà. Donc c'était le quatrième gros point. Et puis ensuite, il y a différentes choses qui reviennent sur la définition du télétravail. Donc justement, le volontariat de l'agent, la nécessaire alternance entre le télétravail et le travail sur site, pour le maintien notamment quand même du collectif de travail. La fourniture de l'équipement par l'employeur qui est distincte, alors là j'insiste, de l'indemnisation. C'est pas parce que l'employeur fournit tout le matériel qu'il faut qu'il est dispensé d'indemniser. C'est deux choses qui sont
clairement établies dans l'accord, qui sont différentes et qui sont l'une et l'autre obligatoires. Et donc, lié à tout ça, le développement, l'incitation au développement des tiers-lieux, hein, donc, puisque le télétravail, c'est pas seulement à son domicile, on peut aussi l'exercer dans un tiers-lieu. Donc, je le lis à l'indemnisation, parce qu'il y a tout le sujet de l'indemnisation aussi. Quand un agent travaille dans un tiers-lieu, on a obtenu qu'il y ait une indemnisation, notamment pour les frais de repas, s'il n'y a pas de ticket restaurant ou de prise en charge autre par l'employeur. Ça, c'était pas gagné non plus. Et enfin, tout un sujet autour de la prévention des risques professionnels, la prévention de l'isolement professionnel, etc. Voilà, donc c'est les thèmes principaux qui figurent dans cet accord. On a essayé de couvrir tous les champs qui avaient été, pour lesquels s'était posé des difficultés pendant le confinement et qui n'étaient pas couverts par le décret de 2016. C'est un accord cadre, donc comme je l'ai dit, qui doit maintenant être décliné localement, c'est-à-dire que tous les employeurs doivent, avant le 31 décembre de cette année, avoir ouvert des négociations pour décliner localement cet accord cadre. Donc il y a plusieurs éléments qui sont... Tout est à négocier, mais il y a des éléments qui sont pointés vraiment dans l'accord, donc en particulier l'indemnisation et les modalités du droit à la déconnexion, les modalités pratiques. Donc voilà, brièvement, les grandes lignes du contenu de cet accord, qui est une grande première dans la fonction publique. Merci Carole. Justement, tu parlais un petit peu de comment on va décliner ça dans nos organisations. Donc, on a le témoignage d'Olivier Brun, qui est représentant syndical de la section des HCL donc, sur Lyon. Et puis, il va nous expliquer que lui, il y avait un accord qui date un petit peu, et puis comment il va se saisir de ce nouvel accord, donc localement. Donc, Olivier, tu peux nous raconter cette histoire du télétravail dans ta section, s'il te plaît? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le télétravail, c'est une histoire qui a déjà une certaine ancienneté chez nous, mais ça a commencé finalement presque par hasard. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une volonté ni une prédestination à ce que le deuxième centre hospitalier universitaire de France, qui est plutôt sur soins et directement auprès de ses patients, soit saisi de ce sujet-là. En fait, nous, on a commencé, c'était en 2015, tout simplement par des débats internes dans la section. C'était vraiment le point de départ, c'était une discussion entre nous de l'intérêt du télétravail, de l'intérêt de porter cette revendication pour les salariés qui pourraient être éligibles. Alors tout de suite, on a essayé de prendre la mesure de la température également côté direction RH et pour voir voilà, la probabilité qu'on avait de pouvoir avancer sur le sujet. Nous, en termes de section, on a bien vu l'intérêt pour une partie des salariés. Et au niveau direction, on a vu qu'on avait une direction des ressources humaines qui était plutôt favorable à commencer à discuter avec nous, puisqu'on était vraiment les seuls à en parler à l'époque, mais qui nous a fait part tout de suite d'un blocage au niveau de la direction générale. Il y avait un blocage psychologique, on peut peut-être le dire comme ça, après je ne sais rien, je ne vais pas aller faire la psychanalyse de la direction générale de l'époque, mais voilà. Donc en fait, nous, on a posé officiellement pour la première fois la revendication, c'était en 2016, lors d'un rendez-vous en bilatéral avec la direction générale, justement, parce qu'on a vu qu'il fallait en arriver finalement à ce niveau-là pour essayer de faire débloquer. Et puis on y est revenu à de nombreuses reprises, vous savez, c'est pas parce qu'on revendique une chose une première fois qu'il faut un peu de ténacité, de persévérance pour arriver à nos fins. Un an plus tard, on avait quand même réussi à convaincre que c'était vraiment un sujet qu'il fallait travailler. Alors, on avait quand même déployé quelques arguments principaux pour essayer de déclencher cette discussion, cette négociation, avec deux arguments. Le premier, c'était de dire, en fait, le télétravail se produit déjà dans la structure sous forme des guillemets, un télétravail gris, c'est-à-dire c'est un télétravail qui finalement est connu, mais qui n'est pas encadré, qui n'est pas sécurisé, finalement, ni pour l'employeur, ni pour le manager, ni pour le salarié. Et ça se pratiquait déjà, pas couramment, mais ça se pratiquait assez largement, notamment au niveau de la direction de l'informatique. En gros, 120 informaticiens en interne. Eux, ils étaient déjà assez naturellement, de par leur métier, déjà dans la démarche de télétravail.
il y avait quelques cadres également qui étaient en télétravail. Et donc une population qui était quand même vraiment très, très restreinte et très voilà, des niches, on va dire, quoi. Et puis l'autre argument, c'était plus un argument vis-à-vis de la direction générale en disant voilà, deuxième CHU de France, on est moderne, on est innovant, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut ne pas avancer vers ces nouvelles formes de travail? Je ne sais pas exactement quel argument le plus porté. Voilà. On n'a pas eu d'ouverture de négociations formalisées à ce moment-là. On était un petit peu sur notre fin, parce que la direction des ressources humaines envisageait plutôt de rédiger une charte avec nous et de la présenter dans les instances, mais on n'était pas encore vraiment dans une vraie négociation en tant que tel, accord télétravail. Alors, nous, localement, on avait des enjeux quand même à ce moment-là, parce qu'on s'est lancé là-dessus, mais on avait aussi regardé un petit peu nos enjeux. Nos enjeux, c'est qu'à l'époque, très clairement, contrairement aux autres organisations syndicales représentatives, elles étaient très très mal à l'aise avec cette notion de télétravail, avec des contradictions internes. Enfin, ils n'avaient pas fait leur débat interne manifestement sur ce sujet-là. Alors que nous, on pensait qu'il y avait une réelle attente qui était forte d'une partie des salariés. Et puis donc, du coup, on a voulu se positionner un petit peu en pionnier sur ce sujet, comme fait souvent la CFDT. On va défricher des terrains, et puis des fois, on est rejoint après par d'autres, une fois qu'on a quand même fait largement avancer les choses. Notre petit risque, c'était malgré tout, vu la frilosité de l'employeur, d'avoir une négociation qui interviendrait très tardivement et avec finalement peu de marge de manœuvre. Et donc justement, comment vous avez réussi à vous en saisir, vous en section, la CFDT, pour amorcer les choses? Alors, on est parti sur des bases qui étaient finalement favorables, hein, enfin, maintenant avec le recul. Hein. À l'époque, je ne sais pas si on l'avait vraiment perçu comme ça. D'abord, on avait quand même des orientations qui étaient très claires de la part de la CFDT là-dessus, qui avait un positionnement qui était net. Et donc, du coup, nous, en tant que militants, on n'était pas du tout en difficulté d'avancer là-dessus. Un autre aspect, c'est qu'on avait une documentation CFDT abondante sur le sujet, c'est largement documenté. On a trouvé tout ce qu'il faut pour nous aider quand on se lance. C'est quand même vraiment un truc qui permet d'y aller, quoi, parce que tout inventer de son côté, c'est un peu difficile. Et puis localement, on avait aussi des compétences qui étaient disponibles dans des un ou deux militants qui étaient déjà eux-mêmes en télétravail, en particulier un collègue informaticien, donc voilà, qui était déjà bien rodé au truc, et d'avoir aussi un ancrage local pour essayer d'avancer et pas trop se rater sur ce qui a été une découverte pour nous. D'ailleurs, pour la documentation, vraiment, je profite vraiment pour citer l'excellent guide édité par l'Union confédérale des cadres, qui négocie le télétravail. On l'a utilisé dans sa version 1, et c'est vraiment un document absolument extraordinaire qui a été récemment mis à jour en début d'année, qui fera sans doute l'objet, mais je pense que Laurent le dira tout à l'heure, d'une nouvelle mise à jour postérieure à l'accord national. Donc ça nous a été vraiment extrêmement précieux. Donc on a travaillé pendant l'été et l'automne 2017 avec la direction du personnel qui a organisé plutôt des réunions de travail avec les organisations syndicales représentatives sur la rédaction de cette charte. On n'est pas vraiment en mode négociation, mais à la limite, peu importe quoi. Nous, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de poser les principes CFDT vis-à-vis du télétravail. Et ça, on ne voulait pas se rater sur les principes. Parce que si on se rate là-dessus, on sait que tout le reste, ça ira pas. Donc, on a vraiment très clairement posé les choses qui étaient du télétravail pour tous, dans la mesure où l'activité du salarié le permet. C'est pas une question de métier, c'est pas une question de grade, c'est pas une question de... Voilà, c'est pour tous. Très clairement basé sur le volontariat. Ça, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour nous. Intégrer d'entrée de jeu la notion de réversibilité. On peut être volontaire à un moment, et on peut être moins intéressé à un autre moment. Il faut pouvoir faire cet aller-retour. Sinon, vraiment, c'est quelque chose qui est important. L'autre aspect, on l'a vu, il est vraiment très présent dans l'accord national, c'est le maintien du lien social. La prévention de l'isolement du salarié, du travailleur, ça, c'est quelque chose à intégrer vraiment tout de suite dans la réflexion. Les questions d'accompagnement, à la fois du télétravailleur, mais aussi de son encadrement. Il faut apprendre à travailler autrement les uns les autres, et puis du collègue non télétravailleur. Donc voilà, il faut des guides, parce que juste quand même, quand quelqu'un qui est en télétravail, son collègue qui est sur place, lui-même, il est à distance vis-à-vis de son collègue qui est en télétravail. Donc, qui est à distance à l'arrivée? Tout le monde, quoi, finalement. Donc, c'est pour ça que c'était important vraiment de l'inclure d'entrée de jeu.
une petite vigilance quand même à l'époque sur le fait qu'on souhaitait voir définir les jours et les horaires de télétravail pour pas qu'on aille vers quelque chose. Contrairement au télétravail gris qui posait tout un tas de problèmes en termes justement de disponibilité du salarié, là on voulait que les choses soient claires et pas de souci là-dessus. Et puis classiquement un petit comité de suivi parce que les choses évoluent, bougent et ainsi de suite. Donc tous ces principes ont été retenus tels quels. Il n'y a finalement aucune discussion, on s'attendait à quelque chose d'un peu... Et finalement non, ça a été tout repris par notre direction du personnel, intégré dans le projet de charte. Donc voilà, on était quand même assez content d'avoir avancé. Mini parenthèse, parce que une fois qu'on a vu qu'on avançait très bien sur le télétravail, comment on se refait pas, c'était un petit peu dit, voilà, on essaie d'été, on ne change pas, dès qu'on a quelque chose, ben, on est tout de suite sur le temps d'après. Donc on a demandé en parallèle l'ouverture d'une négociation sur un accord pour le droit à la déconnexion, parce qu'on pensait qu'il y avait quand même en plus un lien fort entre les deux sujets, mais pas que. Hein. Voilà. Et donc là encore, on a un excellent guide toujours de Lyon Populaire ECAD sur négocier le droit à la déconnexion. Et vraiment, je vous incite vraiment à vous reporter à ces documents. C'est d'une richesse incroyable pour se lancer dans les démarches. Alors, tu nous as parlé de la charte. Est-ce que tu peux éventuellement nous la présenter un petit peu plus? Et puis, on va dire aussi que c'est disponible. La charte est disponible dans l'espace ARC. Oui, alors ARC, formidable recueil et partage de nos travaux collectifs. La charte, déjà, pour sa mise en œuvre, vraiment pour sécuriser l'employeur, c'est peut-être un conseil que je donnerais presque, mais on est passé par une petite étape d'expérimentation sur une zone assez limitée pour démontrer en fait que ça marche et que c'est vraiment, on part sur de bonnes bases et que tout le monde sera saisi, ça fonctionne bien. La charte s'est transformée d'ailleurs dans sa version 2 en accord, parce qu'au tout début, on était les seuls à porter ça, on n'aurait pas eu un accord qui était majoritaire, on ne fait pas plus de 50% aux autres PCI de Lyon. Maintenant, c'est vraiment un accord depuis sa version 2, puisque les autres se sont finalement ralliés, et vu l'engouement des salariés, ils n'ont pas pu faire autrement. Et alors, pour répondre plus précisément à ta question, parce que j'ai tendance des fois à dériver un petit peu, quels sont quelques éléments dans l'accord. En fait, on a deux régimes de télétravail dans l'accord. On a un régime qui est à jour fixe, maximum 2 jours fixes par semaine, et ça, chaque salarié connaît, enfin, voit avec son manager, et en fonction de l'équipe, quels sont les jours télétravaillés, les jours non télétravaillés. Et puis, si l'activité du salarié ne permet pas d'avoir du jour fixe, par exemple pour du télétravail beaucoup plus occasionnel, c'est là où il ne faut pas exclure d'autres métiers qui auraient peut-être des moments de télétravail plus réduits dans le mois, une possibilité de travailler sur des jours flottants dans le mois. Donc ça, on a vraiment ces deux modalités de télétravail qui permettent de couvrir quand même une large palette de possibilités. On a bien la précision des jours et des heures télétravaillées dans le document qui est signé donc, entre l'employeur et le salarié. On a également une période d'adaptation de 3 mois du salarié qui se teste au télétravail pour la première fois. Il a droit à une période avec un accompagnement renforcé, mais surtout une période de 3 mois où si à la fin ça ne va pas, il peut dire bah non, j'arrête quoi. Et puis on a bien entendu la réversibilité avec un petit préavis de 2 mois, mais bon ça se négocie éventuellement au cas par cas. L'employeur fournit bien le matériel, hein, tout le matériel informatique, donc le PC portable et ainsi de suite. Et puis, ce qui est aussi important que le matériel, c'est le fait d'avoir un accès sécurisé au réseau de son entreprise. Donc, nous, tous les salariés qui sont en télétravail, on a un accès, langage technique, on dit VPN, et on se retrouve finalement, en étant à la maison, on se retrouve comme au bureau, et on a exactement les mêmes logiciels, les mêmes serveurs de fichiers. On retrouve son environnement de travail collaboratif avec les autres, qui est toujours partagé, même en étant en télétravail. Ça, c'était quand même quelque chose d'important. Une petite prudence sur le fait que, par exemple, quelqu'un qui change de métier ou qui arrive ne peut pas télétravailler immédiatement. Il faut une période d'autonomisation sur son métier. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on est en période d'apprentissage, apprendre un métier et le faire en télétravail, c'est quand même trop compliqué. Donc, généralement, c'est 6 mois d'apprentissage du métier avant d'en arriver à avoir suffisamment d'autonomie pour pouvoir télétravailler. On a fait préciser aussi dans l'accord, ça va mieux en l'écrivant, que l'activité qui va être demandée au salarié qui est en télétravail est strictement identique à l'activité qui est demandée au salarié qui est en travail classique, hein, histoire d'éviter toute difficulté.
Pour l'instant, le télétravailleur ne peut télétravailler que dans un lieu unique. Donc, on n'a pas les tiers-lieux, on n'a pas la possibilité, vous savez, maintenant, en tant que salarié, on a des vies, voilà, on peut vivre un endroit, un autre endroit, suivant les moments de la semaine, du mois. Donc ça, c'est, je pense, un point de progression. Et puis, on a des guides internes, à la fois pour le télétravailleur, pour l'aider à bien se sentir, aménager son poste de travail à son domicile, ainsi de suite. Pour les managers et télémanagers, managers à distance, pour leur donner des pistes d'évolution dans leur métier et faire en sorte que ça puisse bien se passer en équipe et ainsi de suite. Ok. Donc voilà, ça vit déjà depuis quelques temps, ce télétravail. Donc vous avez ce retour d'expérience. Et maintenant, est-ce que vous imaginez une évolution? Où en est la section? Qu'est-ce que vous pensez faire? Alors, c'est jamais fini en fait, hein, toutes ces actions, mais pas que celle-là, hein, en général. Ce qu'on voit, c'est que au-delà du fait d'avoir un accord déjà en version 2, en fait, on a les réticences des différentes directions qui tombent peu à peu. Ça ne s'est pas fait instantanément à la signature de l'accord. Hein. Ce n'est pas parce que la direction générale signe très officiellement quelque chose que toutes les directions centrales et transversales s'alignent instantanément. Mais franchement, la crise sanitaire a mis un sacré coup d'accélérateur à gommer les réticences parce que de toute façon, voilà, ça a fortement accéléré la diffusion du télétravail, ça on l'a constaté. A posteriori, je dirais que finalement, on a été chanceux de pouvoir démarrer et s'expérimenter et apprendre le télétravail autant pour les salariés que pour les managers avant la crise sanitaire, avant qu'on y soit tous contraints de manière brutale, hein, parce que ça s'est passé quasiment en 48 heures. Hein. La bascule 100% télétravail, je me rappelle très bien ces 2 jours-là, comme un certain nombre de salariés, je pense. Et ben, ce qu'on s'apprête à faire, c'est de négocier la version 3, maintenant, suite à l'accord national, hein, tout simplement. Quoi. Donc, voilà, on a une première réunion de travail jeudi, là, je crois, dans 3 jours. Maintenant, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour nous, le télétravail est presque en mode routine, hein, puisqu'on a, on a 1250 salariés qui ont déjà signé leur acte de télétravail. Ça représente en gros 50% de l'effectif éligible, c'est-à-dire des métiers qui sont au moins facilement télétravaillables ou partiellement télétravaillables. C'est-à-dire que sur un effectif global de 24 000 personnes, on a quand même 2500 personnes, on est sûr que là, il n'y a pas de question à se poser, c'est télétravaillable. C'est vrai que c'est plus compliqué pour quand on est à l'accueil du public, aux soins directs des patients. Il y a des choses qu'on peut faire, mais pas forcément tout. Alors, nous, on a beaucoup appris au fur et à mesure, hein, en marchant finalement. Grâce au collectif, grâce à la documentation, grâce aux échanges qu'on a pu avoir avec d'autres structures de la CFDT, mais quand même, globalement, ça nous a pris 5 ans. Donc, peut-être que le but du webinaire d'aujourd'hui, c'est peut-être de donner un petit coup d'accélérateur et pour ceux qui se lancent, par exemple, maintenant, ensuite, à l'accord national, d'avoir quand même quelques pistes et bonnes pratiques pour leur faire gagner le temps que nous, on a passé. Et je pense que Laurent Dumanche va pouvoir vous amener un certain nombre de choses là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, Sonia, tu avais une question rapidement, Olivier, avant? Oui, alors Olivier t'y a répondu partiellement, mais effectivement, c'est quand même extrêmement intéressant, votre expérience, parce que le télétravail dans la fonction publique en général, mais voilà, vous avez été quand même des précurseurs sur ce sujet-là, mais pour autant, mais tu l'as dit un peu, puis nous on a eu des échos aussi sur le territoire, en pleine crise sanitaire, vous étiez probablement plus près que d'autres, mais pour autant, dans certains services, de manière étonnante, ça s'est crispé sur des fonctions dont on pouvait se dire naturellement, alors je ne sais pas si je cite, mais quand on est formateur infirmier, qu'on donne des cours à distance, on se dit que naturellement, en plus avec une base d'accord télétravail historique, on se dit naturellement, ils vont pouvoir y aller, ça ne va pas être trop compliqué. Et ça a été quand même extrêmement difficile. J'ai d'autres exemples de secrétaires administratifs dans des hôpitaux où le taux de Covid et le taux de circulation du virus était à son plein, qui souhaitaient pouvoir télétravailler et qui ont eu une opposition ferme de leur direction d'établissement. Et donc, tu l'as situé, hein, il y a la question d'une direction générale, effectivement, qui était partie prenante de ça, mais des directions peut-être d'établissement, des managers qui étaient plus en résistance. Alors, est-ce que, selon toi, il y avait essentiellement une question de communication et de comment on pense l'appropriation de l'accord
du point de vue des managers, mais aussi des agents, et il y a peut-être quelque chose, une crainte dans le management pur, de contrôle. Enfin, voilà. Est-ce que tu as repéré ces différents aspects? Comment vous en tirerez des enseignements sur la future négociation avec cette réalité-là et cette expérience-là? Tout à fait raison. Hein. C'est pas parce qu'on a signé un accord que les choses se font, en fait. Hein. Nous, ce qu'on a repéré, c'est dans certains cas une résistance, je dirais, psychologique, en fait, de certains managers à franchir le cap, basé essentiellement sur ce qu'on a pu analyser. Alors, je ne dis pas que c'est partout comme ça, hein, mais sur le fait que si je ne vois pas mes collaborateurs, ils ne travaillent pas. Je résume. Hein. Et franchir ce cap de dire, c'est pas parce que je les vois pas toute la journée, même si je me connecte avec eux une fois par jour, ça, c'est la bonne façon. J'ai peur que finalement ils soient chez eux et ils bossent pas. Alors il y a des cas qui sont caricaturaux. C'est vrai que quand on fait de l'enseignement à distance, le faire depuis son bureau ou le faire depuis chez soi, de toute façon, là c'est évident que la personne ne travaille puisqu'elle a tous ses étudiants en face. Donc bon, voilà, c'est pour ça que je dis c'est du pur psychologique parce que voilà, donc il faut aider, je pense aussi les directions et les managers à franchir ce cap. Alors les aider avec voilà différentes méthodes. Des fois les aider un petit peu, des fois voilà en les prenant plus comme ça. Passer voilà, franchement sur ce management de la confiance et de toute façon le travail, on voit qu'il est fait à la sortie, donc ça ne sert à rien d'avoir un œil sur le salarié en permanence. Et puis je dirais peut-être aussi simplement certains managers qui ne voulaient pas s'embêter hein, en fait, parce que mettre en place le télétravail, c'est changer son organisation de travail, changer ses méthodes, animer un collectif de manière différente. Et je pense qu'il y en a certains, soit ils ne se sentaient pas, soit ils n'avaient pas envie, soit ils avaient... ouais, voilà. Donc là aussi, bah, il faut aider. Alors je dis pas que j'ai raison hein, en termes d'analyse, hein, mais on a repéré au moins ces deux aspects-là. Eh ben je pense que ça fait parfaitement le lien avec l'intervention de Laurent sur justement la posture des cadres militants et managers face au télétravail. Merci déjà de vos interventions. Carole et Olivier, ça va être compliqué parce qu'en fait tout a été dit, y compris cette publicité pour nos guides, hein, bien entendu, qui sont quand même une mine, hein, voilà, d'outils hein, pour aider militants et managers à avancer sur cette question d'organisation du travail et notamment du télétravail. Alors, je le prends dans ce sens-là parce que ça a été dit, hein, aussi bien par Carole et Olivier à plusieurs reprises. Hein, alors, on est bien entendu dans une période où après cette, alors avec quand même des guillemets, mais je dirais ces pics de crise sanitaire, le télétravail s'est quelque part imposé. Mais on est en plein dans le questionnement en fait de nos organisations de travail et du type de management qui n'est pas d'aujourd'hui. Mais le télétravail met ça fortement en lumière. Voilà, donc je pense que la question centrale, c'est vraiment aujourd'hui, demain, quel type de management dans les fonctions publiques, hein, que ce soit dans les collectivités territoriales, à l'État ou à l'hospitalière, ça a été dit, parce que contrairement au privé, déjà, c'est pas naturel dans la fonction publique de travailler à distance, quand bien même depuis des années le service public se dématérialise. En même temps, historiquement, le service public, voilà, c'est peut-être un petit peu l'image, mais elle est restée peut-être inconsciemment dans la tête des agents et des cadres managers. C'est avant tout un service public de proximité, le guichet, on reçoit le public. Donc, quelque part, c'est le présentiel. On est là, on est présent, on accueille, on reçoit, on informe, on aide à résoudre certains problèmes, on accompagne. Et donc, voilà, il y a déjà cette histoire, cette culture qui est forte, tant d'ailleurs intégrée tant par les managers que les agents. Hein, voilà, c'est pas forcément que d'un côté, donc qui fait en sorte que déjà le télétravail dans la fonction publique, voilà, a déjà un petit handicap. Et Carole l'a rappelé, hein, je crois que tu as dit 4% de télétravail dans les fonctions publiques.
avant la crise, et d'un coup, tout le monde se retrouve à 40% de télétravail. On a passé toutes les étapes des équipements, etc., qu'il n'y avait pas, enfin, toutes les problématiques qu'il y a pu avoir, mais ça dénote quand même une certaine posture des managers publics. D'ailleurs, pour avoir quand même un petit peu d'ancienneté dans la fonction publique, c'est aussi très récent qu'on parle de manager et de management dans la fonction publique. Ah oui, souvent on est des responsables ou des directeurs ou des cadres, voilà, mais pas des managers. Mais ça c'est aussi révélateur de quelque chose. Donc ça veut dire qu'à travers ça et à travers cet accord cadre et l'expérience au niveau du CHU de Lyon qu'a décrit Olivier, on a la question centrale du manager et des cadres managers. Et je pense que dans les accords à négocier, à venir au niveau local, c'est central. Voilà. Il faut également que de l'autre côté de la table, et côté organisation syndicale et militants, on ait ça en tête. C'est-à-dire que c'est quelque part une révolution culturelle qui s'est engagée là et qu'il faut poursuivre. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de management par la confiance. Tout le monde en est presque, on va dire, satisfait, c'est pris comme acquis, ou tout du moins c'est vers cela qu'on veut tendre. Dans la réalité des collectifs de travail, c'est quand même très très loin d'être ça, pour des raisons diverses et variées. Mais en tout cas, le fond du problème et le fond de ces négociations est quand même là. On parle là, à travers la mise en place du télétravail, ça a été dit, une réflexion globale sur l'organisation du travail, sur les collectifs de travail, mettant des agents qui vont exercer en présentiel, en distanciel et en présentiel, ou qu'en distanciel. Voilà, il y a tous ces cas de figure. Et du coup, le cadre manager, il est au milieu de tout ça, quoi. Et effectivement, il faut déjà qu'il opère une révolution quand même assez culturelle en se disant « je n'ai pas mes équipes sous la main ». Elles sont là un peu plus loin, mais malgré tout, je ne les ai pas et ça me déstabilise un petit peu. Mais en plus, je vais avoir dans mon organisation de travail au moins 3 catégories de travailleurs, ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont que en distanciel, ceux qui sont sur du mixte, pour des raisons diverses et variées et suivant les organisations. Parce que bien entendu, à la CFDT, on ne préconise pas le tout télétravail, même si on le défend et on l'a négocié, comme l'a signalé Carole tout à l'heure. On est plutôt sur un équilibre des deux dispositifs qui permet quand même de garder ce qu'on appelle le lien social, le collectif, ce qui est quand même important, même si, quelquefois, le télétravail, ça peut être aussi pour les managers, mais c'est aussi des visions à avoir et à réfléchir, la possibilité aussi de résoudre certaines problématiques d'organisation ou d'entente au sein des services, ce qu'on ne dit pas souvent. Moi, je l'ai vu dans nombre de collectivités, on a construit des murs, des portes, des bureaux individuels pour résoudre les problèmes d'organisation du travail et d'entente entre collègues. Bon, voilà, là, on n'est pas dans ce type de figure, mais ça peut être une modalité qui permet peut-être aussi d'assouplir les relationnels et puis de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. En tout cas, là, le manager se retrouve vraiment au centre de tout ça et je pense que dans les accords locaux télétravail, comme celui d'Olivier, il l'a très, très bien dit, la posture managériale a une importance capitale. Sans ça, il n'y a aucune réussite. On le sait bien, une charte, un accord, voilà, ça fixe des cadres, c'est au moins quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, derrière, il y a vraiment une pratique à faire naître et je pense que c'est notre vrai enjeu au niveau des fonctions publiques, même si on sent que ça commence à frissonner. Le bouillon, il prend tout doucement. Mais on a démontré aussi via le télétravail en temps de crise imposé ces derniers mois que ça fonctionnait et que finalement... allez, on va utiliser le mot qui n'est pas très joli dans la fonction publique, mais on attend aussi ça de nous maintenant. Ça produit, on travaille. Moi, j'ai un peu tendance à dire, j'ai fréquenté des organisations de travail, quand même quelques-unes. Franchement, le présentiel,
vous pouvez aussi très bien, entre guillemets, glander en présentiel. Hein. Ce n'est pas que si on est à la maison ou sur un tiers-lieu ou en télétravail que là, faut faire attention, il faut surveiller, parce qu'il ne va peut-être pas trop travailler. Non, en présentiel, ça se fait aussi tout à fait bien. Et ça crée aussi les mêmes problèmes. Donc la question, en réalité, elle n'est pas là. La question, elle est de dire, est-ce que j'opère, moi, en tant que cadre finalement, un management, ça a été dit, c'est écrit, c'est mis en œuvre de la confiance, par la confiance et non pas par le contrôle, même si derrière, il faut quand même des outils. Et c'est pour ça que ça réinterroge le management dans sa globalité. Il faut des outils déjà qui posent le cadre, et le management par objectif, management de projet, ça a été dit tout à l'heure, on est là-dedans, ça va pousser également à cela. Et puis, ce management par la confiance, il doit aussi faire l'objet d'attention particulière, notamment en termes de communication. Je pense que c'est un des points centraux. Il faut communiquer avec ses agents, communiquer avec son collectif, encore plus qu'avant, mais peut-être autrement. Parce que là aussi, c'est une petite parenthèse, mais on est quand même les champions de la réunionnite, souvent dans la fonction publique, mais peut-être ailleurs. Hein, je ne sais pas, je n'ai pas plus d'expérience à l'extérieur, donc je vais dire là-dedans. Et on est les rois de l'organisation des réunions qui durent des heures, où la plupart des gens s'ennuient, sauf celui qui tient un crachoir et qui dit que tout va bien, quoi. Voilà. Et là, c'est peut-être justement l'occasion aussi de se réinterroger. Est-ce que nos points de rencontre, est-ce que nos points collectifs doivent durer tout ce temps-là? Est-ce qu'on ne doit pas se donner un petit objectif? Aujourd'hui, c'est de ça qu'on veut parler. Une demi-heure chrono, un quart d'heure, 20 minutes, on doit y arriver. Et puis, on se revoit peut-être dans des petits moments, 1 ou 2 fois dans la semaine, s'il le faut, avec le télétravailleur ou avec son équipe en présentiel ou les mixtes, pour avancer collectivement sur ces objectifs qui sont clairement déterminés, et éviter toutes les digressions traditionnelles qu'on connaît dans nos réunions, quoi, voilà, et qui, finalement, en termes de management, pose vraiment question. Le télétravail, pour moi, je pense qu'il va permettre de réinterroger tous ces modes-là. Olivier, là, c'est un peu ce que tu disais, ça prend tout doucement, mais ça quand même, ça impose et ça nous oblige de se réinterroger sur vraiment nos modes de management. Et puis, derrière, à partir de ce positionnement de la confiance, des objectifs donnés, le contrôle, c'est souvent un méchant mot, mais il y en a un autre qui peut être sympathique, c'est l'évaluation. Et évaluer aussi comment on se retrouve dans tout cela, tant en termes d'administration et de service public, parce qu'il y a quand même ça pour nous derrière, c'est la qualité du service public qu'on va rendre, et puis tant en termes de conditions de travail, de qualité de vie au travail des agents, qui soient tant en présentiel et en distanciel. Et je crois qu'on a toutes ces barrières-là à faire tomber. Y compris dans les têtes, je l'ai dit, quoi. Voilà, on peut très bien travailler en distanciel et en présentiel de façon efficace, et puis je l'ai dit aussi inversement. Donc voilà, après c'est la question des temps de travail, c'est comment on s'organise. Est-ce qu'on est plus efficace à travailler de 8h à midi et de 2h à 17h? Bon, je ne sais pas, moi je sais que de temps en temps, en milieu d'après-midi, je ne suis pas très efficace, et je le suis à d'autres moments. Donc du coup, voilà, c'est aussi cette souplesse que les managers doivent avoir à travers ce management par la confiance, de dire le travail, c'est finalement des objectifs faits que l'on doit remplir avec des moyens, dans des conditions de travail optimum. Et du coup, après, on évalue tout ça, et puis s'il le faut, on apporte les mesures correctives nécessaires, on avance. Et on essaye d'aller vers le haut en matière de qualité du service public. Donc moi, voilà ce que je voulais vraiment dire, et c'est ce qu'on défend à travers nos différents écrits à la CFDT cadre, et puis au guide sur la négociation du télétravail, avec derrière toutes ces questions aussi d'organisation du travail, mais au-delà d'équilibre des temps. Voilà, c'est aussi... on est à la CFDT aussi très attaché à ce qu'on appelle la banque des temps, avec ces systèmes de combinaison entre temps de travail, temps personnel. On sait que le télétravail peut avoir tendance à flouter tout ça. Donc l'équipement, la façon dont on est managé, le suivi, être à l'écoute de ses salariés revêt là toute son importance. Et puis derrière, on sait aussi,
en présentiel comme en distanciel, on a les mêmes travers, que l'usage de l'outil informatique aujourd'hui nous amène aussi à certains excès, d'où le droit à la déconnexion, mais qui est déjà une bonne chose qui soit inscrit dans cet accord. C'est vraiment, comme disait Carole, un pied dans la porte, mais il y a un super pied dans la porte, parce que jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas trop. Et puis d'ailleurs, quand on en parle même en situation de manager, c'est aussi difficile à faire. Parce qu'on se dit, bah oui, il y en a marre des mails qui tombent comme ça, des fois pour rien, avec copie à toute la terre entière, etc. Du coup, on ne sait plus faire le tri, et puis on regarde ça le soir, on envoie, et nous-mêmes, après, on se dit, ah, il est 19-20 heures, on va envoyer un mail. Bah, le droit à la connexion, il s'applique à tous. C'est aussi des fois compliqué, mais c'est bien que ce soit déjà dans cet accord cadre national, parce que les équipes, tant militantes CFDT que les cadres managers, vont pouvoir s'en emparer pour peut-être là aussi mettre quelques garde-fous dont parlait Sonia tout à l'heure sur ces conditions de travail. Donc je pense que c'est voilà, on est dans ce domaine-là, et on est surtout dans une nouvelle forme de management qui finalement aujourd'hui le management public n'est plus un gros mot à partir du moment où on se dit que la société évolue et que effectivement travailler sur des objectifs, sur des projets, des objectifs de service public, c'est tout à fait intéressant et noble. Et le manager aujourd'hui, il doit accompagner ses équipes, tant en présentiel qu'en distanciel. Il doit les accompagner à donner le meilleur d'eux-mêmes, à leur faire confiance, à être reconnaissant du travail qui peut être fait. Et ça, c'est aussi des fois un écueil de nos modes de management, c'est qu'on a quand même du mal à dire merci ou c'est super bien. On a plutôt tendance à dire tu as oublié de faire ça ou tu l'as envoyé à la mauvaise personne. On voit que là, on revient à la question culturelle. Donc, accompagner ces équipes, accompagner, reconnaître le travail qui a été fait, accompagner aussi quand il y a des problématiques, en acceptant aussi ce qu'on appelle le droit à l'erreur, qui finalement peut être formateur s'il est bien pris, accompagné et aidant. Et donc, voilà, aider également ces équipes à tirer vers le haut. Hein. Voilà, c'est cela. Alors, un point essentiel, et j'arrêterai là-dessus, parce que je pense que je vais être trop bavard, c'est bien entendu en filigrane de ce que je viens de dire, toutes les questions du coup d'accompagnement et de formation des managers, formation des collectifs, formation des agents. Je crois que là, on a aussi un vrai challenge à atteindre, voilà, et que tant le cadre militant qui va être en négociation en face son cadre manager, peut-être tous les deux adhérents CFDT, ça peut arriver. Et en tout cas, il faut qu'on ait ça aussi en tête, c'est derrière quel plan de formation on met en œuvre pour arriver à ce management par la confiance qui finalement est mis sur le devant de la scène et impulsé peut-être un peu plus à travers les modalités de télétravail. Voilà, peut-être dans un premier temps, dans les grandes lignes, ce que je voulais rajouter aux interventions qui viennent d'être faites. Okay. Merci Laurent. Donc, je rappelle à toutes les personnes connectées qu'elles peuvent poser leurs questions au travers du chat. Hein, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Je voulais revenir sur ce que tu disais, Laurent. Effectivement, on apprend tous sur le télétravail. Donc, manager et agent, on apprend tous en même temps. Effectivement, j'ai eu le témoignage d'une équipe qui disait tous les matins, c'était le café, tous ensemble. Enfin, en gros, ça te faisait un petit peu. On vérifie que tout le monde est connecté et bien là. Et tous les matins, on fait ça, alors que quand on travaille, on ne se voit pas tous les matins pour prendre le café, quand on est en présentiel. Et donc, il y a des managers qui se sont dit, je vais faire ça comme ça, au moins, voilà, on lance un peu la journée. Puis, je pense qu'avec le temps, cette notion de confiance, comme tu en as parlé, ça s'est un peu délité. Et puis, malgré tout, ça travaillait très bien, quoi. Mais oui, il y a eu des types de témoignages un peu comme ça. C'est tout à fait ça. C'est des exemples en fait de bonnes pratiques qui peuvent conduire à un autre management plus ouvert, avec ces petits espaces où qu'il soit assez court, et des fois efficace dans l'échange, etc. Et c'est aussi, on le voit aussi avec l'outil informatique. Hein, c'est quand même assez paralysant. Il faut avoir un peu de recul par rapport à ça. Où on reçoit un mail, on a tendance à tout de suite vouloir y répondre, à y aller, etc. Ou alors le manager a l'habitude d'avoir ses équipes sous la main,
il a une interrogation, il faut y répondre tout de suite, immédiatement. Bon, il faut arriver aussi dans ces nouvelles formes de management qui finalement rejoignent les problématiques de télétravail à pouvoir être dans une autre logique, en sollicitant aussi son salarié en télétravail, mais aussi au bureau, en disant j'ai une petite interrogation, j'ai besoin d'échanger avec toi, tu peux être disponible quand, c'est plus ou moins urgent ou autre. Mais en fait, on laisse tomber l'injonction je dirais à l'avantage de l'échange, et c'est ça aussi la confiance, quoi, et de l'écoute entre manager et manager. Ça, c'est aussi important. Et ces petits moments informels en font aussi partie. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Alors, moi, je veux bien rebondir, puis il y a une question sur le chat qui complétera. C'est vrai que l'intérêt, je rebondis sur tes propos, Laurent, c'est qu'avec la crise sanitaire, on a bien vu tous les écueils. Hein. Je pense notamment en termes de répercussions sur la charge de travail. Je pense à l'effet aussi, et on en avait fait une webinaire, d'une forme de creusement des inégalités entre les femmes et les hommes par rapport aux enjeux d'articulation vie pro, vie perso. Et on a vu voilà, des personnes, qu'ils soient cadres ou pas cadres, parce qu'il fallait qu'ils justifient absolument du fait qu'ils travaillaient, hein, parce que peut-être effectivement il y avait un climat de suspicion, ou en tous les cas une espèce d'absence de confiance, qui se sont complètement explosés dans le boulot avec l'écueil de « ils sont où les temps de pause ?» Ils sont où les temps de pause? Effectivement, la souplesse de quand je suis le plus prêt à travailler, mais je me souviens de témoignages de cadres femmes qui, en plus, parce qu'il fallait articuler avec une gestion aussi des enfants, qui se levaient très tôt le matin, enfin bon, bref. Donc, il y a eu plein d'écueils et de mauvaises pratiques, hein, mais bon, qui étaient aussi liées au contexte, qui fait que, bon, bah voilà, on a des exemples. Et il y a une question sur ça, et je pense qu'il s'adresse plutôt à Olivier, hein, qui pose la question du rôle spécifique, pour le coup, que peuvent avoir les représentants syndicaux dans la réussite de ce télétravail et de ce qu'ils peuvent apporter, justement, pour prévenir de l'ensemble sur ces questions-là. La question est vaste, en fait, et les moyens d'action sont nombreux. On a vu d'un point de vue général d'aboutir quand même à quelque chose qui permet de retrouver un accord, quelque chose qui permet de retrouver cet équilibre. Il y a le fait de pouvoir aller voir certains managers ou certaines directions si ça se passe pas super bien, s'il y a de la réticence, ou s'il y a pour essayer de les faire progresser dans leur mode managériaux. Il y a l'accompagnement des agents, ça c'est un grand classique de l'action syndicale, hein, l'accompagnement individuel du salarié qui serait en difficulté, qu'on peut écouter, qu'on peut conseiller, et aussi on peut faire du lien entre ce salarié et son manager. Peut-être par exemple quand ça se passe pas très bien, nous on est aussi là pour venir intervenir là-dessus. Je ne vais pas trop quoi citer d'autres à part ces trois grandes classes d'action habituelles, je vais dire. Après, c'est du cas par cas, en définitive, et je pense que de toute façon, les représentants du personnel et les militants en CFDT sont toujours là pour aider les salariés. Hein. C'est notre raison d'être, hein, que ce soit sur le collectif ou sur l'individuel. Donc, allez voir vos représentants du personnel. Peut-être juste rajouter, je pense que dans ce rôle des militants CFDT, hein, dans ces négociations qui vont s'ouvrir sur le télétravail, mais ça porte bien au-delà, et donc ça interroge aussi, hein, bien entendu, les cas de manager. Il faut toujours qu'on fasse le parallèle, c'est tout l'intérêt, hein, parce qu'une négociation, il faut au départ au moins être deux, sinon il n'y a rien qui va. Mais c'est effectivement de se reposer, et je crois essentiellement la question de l'organisation du travail, ça a été dit, hein, l'accord repose sur des activités. Et non pas sur un métier précis ou son poste de travail en tant que tel, ou dans la fonction publique, son grade, etc. Donc ça nécessite, en termes d'organisation de travail, vraiment d'analyser, hein, toutes ces activités de travail pour pouvoir les décliner et de repeser tout ça, y compris en termes d'équilibre, de charge de travail. Et je pense que là, il y a aussi pour nos militants un grand enjeu, c'est-à-dire que souvent dans les organisations de travail, au moment de mettre ces dispositifs en place, on a presque à réfléchir, enfin à retravailler notre organisation de travail en même temps que de travailler à la mise en place de l'accord télétravail.
Et je pense il faut bien aussi garder ça en tête sur le fait que ça réinterroge, hein, ça a été dit et redit, globalement l'organisation de travail, ça réinterroge autant les télétravailleurs que les non-télétravailleurs. Et donc, je pense que voilà, c'est presque 2 négociations en une à certains endroits, quoi. Même si après, le temps de la négociation peut ouvrir effectivement le temps après à la mise en œuvre, à la pratique, et pourquoi pas à l'expérimentation avec des retours et des correctifs. Ok. Oui, il y a d'autres Il y a questions. d'autres questions, peut-être vous allez probablement pouvoir rebondir donc, avec des témoignages de difficultés, donc notamment quelqu'un qui fait partie de la métropole de Lyon, hein, qui explique donc un accord local peut-il, sur le principe de faveur, augmenter le montant de l'indemnité concrètement? Les tickets restaurants sont-ils pour les télétravailleurs? À la métropole, il est interdit d'imprimer en télétravail. Les refus de télétravail sur la quotité, entre parenthèses nombre de jours, peuvent-ils être contestés en CAP? Exemple, refus de 2 jours par la hiérarchie et la DRH qui dit et la DRH dit que les recours en CAP ne sont pas possibles dès lors qu'un seul jour est accordé. Voilà. Question précise. C'est précis, c'est concret. Puis il y en aura une deuxième après. Sur la dernière question, alors en effet, il y a la CAP, donc la commission administrative paritaire, est une instance de recours pour les refus de télétravail, mais il est vrai que le télétravail, encore une fois, c'est une demande que fait l'agent, que son employeur n'est pas obligé de lui accorder. Et en tout cas, c'est pas parce que le décret et l'accord prévoient qu'on ait le droit de travailler, on puisse avoir le droit de travailler jusqu'à 3 jours, de télétravailler décidément, jusqu'à 3 jours par semaine, que c'est un droit acquis. Et effectivement, il peut y avoir une autorisation de télétravail pour 1 jour ou 2 jours par semaine, ça c'est une possibilité. La main, elle est quand même, elle reste à l'employeur dans l'autorisation de télétravail. Après, sur l'indemnisation, ben, il n'est pas interdit de négocier une indemnisation plus intéressante. J'insiste quand même sur ce que je disais, il faut quand même faire très attention à ce que ça ne soit pas contre-productif. Parce que c'est un élément important, l'indemnisation. Alors, on a vécu une période très particulière où les gens étaient en télétravail contraints, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas choisi du tout. Mais à partir du moment où les agents, comme les salariés, choisissent le télétravail, et ils ne sont pas du tout obligés, c'est eux qui choisissent de le demander. Il y a eu des enquêtes de fait avant la crise sanitaire. L'indemnisation n'était pas la première préoccupation des agents qui télétravaillaient. La première préoccupation, c'était le maintien du collectif, l'isolement professionnel, la séparation de vie pro, vie perso. C'était vraiment les préoccupations essentielles. L'indemnisation arrivait assez loin. Donc, il ne faut quand même pas perdre ça de vue et ne pas se laisser parasiter par la période qu'on vient de vivre où effectivement, des gens se sont trouvés à télétravailler alors qu'ils étaient très mal installés, qu'ils avaient très peu des fois de moyens financiers, qu'effectivement un surcoût d'électricité, c'était très important. Donc voilà, après, selon les situations locales, moi je n'ai rien à dire, chacun négocie l'accord qu'il souhaite. Mais voilà, il faut faire attention à ça quand même. Je suivais le chat, mais sur la question des tickets restaurants... sur les tickets restaurants, comme si dans un accord local, on maintient les tickets restaurants, il n'y a pas de... Parce que dans le privé, l'URSSAF s'est prononcé sur la question des tickets restaurants. Ils sont à maintenir. Oui, voilà. Donc, au-delà de l'accord, c'est une règle. Oui, non, c'est tout à fait. C'est une règle nationale, c'est-à-dire que même si c'est pas dans l'accord, de toute façon, les règles fiscales font que le ticket restaurant, il est maintenu quand on rentre. Oui, parce que c'est pas dans l'accord, parce que là, c'est un accord cadre, donc toutes les situations particulières de travail et la plupart des agents n'ont pas de ticket restaurant, donc toutes les situations de travail ne sont pas... Voilà, mais bien sûr, s'il y en a, ils sont maintenus. Très bien. Alors, il y avait une autre question d'Alexandra, c'est dans une collectivité territoriale, j'imagine. Donc, notre collectivité profite de la réforme de la fonction publique territoriale avec les 1607 heures pour reprendre le règlement intérieur en incluant le télétravail. Est-ce une bonne pratique dans la mise en œuvre de l'accord cadre signé? Car on voit une certaine rigidité concernant ce dossier. Alors, la porte du règlement intérieur pour décliner le télétravail, est-ce que
C'est la sortie. Non, Ou l'entrée. c'est ni l'un ni l'autre, parce Voilà. qu'en fait, là, c'est... Alors, la négociation dans la fonction publique, c'est la négociation au sens, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, hein, mais c'est quand même au sens du décret du 17 février 2021, donc c'est quelque chose de très nouveau. Là, l'accord qu'on vient de passer, c'est le tout premier au sens de ce décret-là. Donc, il faut vraiment que ce soit des négociations qui s'ouvrent. Hein. C'est pas une charte, c'est pas un règlement intérieur, c'est pas. Non, c'est des négociations. Donc, avec dans l'objectif d'aboutir à un accord majoritaire au niveau de proximité, donc ou de la collectivité territoriale ou du service administratif, etc. Mais non, un règlement intérieur, ça vaut pas un accord. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet effectivement de parler de quelque chose qui est aussi peut-être une révolution culturelle dans la fonction publique, la question de l'opposabilité des accords. Et je pensais notamment aux managers ou aux directeurs d'établissement qui, malgré de l'accompagnement, auraient du mal à rentrer dans quelque chose qui a été négocié. Là, ça doit s'appliquer. Ah oui. Voilà. Non, mais c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et un levier pour les équipes qui est formidable. C'est très nouveau et puis ça change complètement les relations. Alors donc les employeurs ne sont pas, pour un petit peu, comment dire, rassurer les militants et les adhérents et les sections syndicales, les employeurs ne sont pas plus à l'aise avec la négociation, et nous, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, parce que pour nous, jusque-là, le summum du dialogue social, c'était la consultation du comité technique. Hein. Quand on arrivait à ça, on était content. Là, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, c'est vraiment une négociation. Donc, je reviens au guide négocier le télétravail, etc. Enfin, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est très compliqué parce que il y a beaucoup d'outils, mais ça s'apprend. On apprend en marchant, quoi. Et bon, le télétravail, c'est un bon élément parce que finalement, tout le monde y est un petit peu touché là avec la crise. Donc, chacun voit un petit peu les choses sur lesquelles il faut appuyer à l'aide de cet accord cadre aussi. Donc ça va être un exercice un peu difficile pour tout le monde, mais bon, voilà, faut commencer, hein, puisque l'ordonnance sur la négociation dans la fonction publique rend obligatoire la négociation sur beaucoup de sujets, notamment concernant l'organisation du travail. Donc de toute façon, il va falloir se mettre à négocier dans la fonction publique à partir de maintenant. Alors, juste pour rajouter, c'est vraiment fondamental. Oui. C'est vrai que ces accords, et d'ailleurs c'est intéressant cette question, règlement intérieur, accord, mais là, rien à voir. Enfin, cet accord, s'il est signé, c'est un accord majoritaire qui aura, on va dire, force de loi localement, quoi. Voilà. Et du coup, ça sera vraiment un appui réglementaire pour la collectivité, les agents, les managers, et qui après, certainement dont certains points devront être transcrits dans des règlements intérieurs. Il ne faut surtout pas inverser les choses parce que c'est primordial. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans le cadre des négociations collectives qui s'ouvrent dans les fonctions publiques. Là, Alexandra complète en disant que finalement, c'est le règlement intérieur qui fixe le télétravail pour une durée d'1 an maximum dans sa collectivité. Donc évidemment, on voit toute la fragilité qu'il soit inscrit dans un règlement intérieur qui effectivement ne fait pas l'objet d'une négociation, qui a une durée de vie, là en plus 1 an c'est quand même assez court, hein, avec tout ce qu'il faut pour mettre en place de bonnes conditions de télétravail. On se dit 1 an c'est quand même une visée à court terme. Et effectivement là, le rôle des équipes syndicales, et ça renvoie à la première question qu'on a eue sur le rôle des représentants syndicaux, il est essentiel pour effectivement être les garants de la négociation de l'accord, de son suivi et potentiellement de sa révision. Hein. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas comme ça dans le temps. Et d'où l'intérêt de l'accord, et on est très content que dans la fonction publique, les équipes syndicales et les équipes CFDT ont ça dans l'ADN de la négociation, de pouvoir rentrer dans cette culture-là, parce que je pense que ça va changer énormément de choses. Alors, en matière de télétravail, mais probablement sur un certain sujet. J'avais, par rapport justement à vos interventions, du vécu d'Olivier et puis de ce que tu disais tout à l'heure, Carole, il y avait la notion aussi de déconnexion qu'il fallait essayer d'anticiper peut-être, parce que tu vois que tu y reviens au niveau de l'accord, et puis tu en parlais aussi en introduction. Donc, est-ce qu'on a des pistes un petit peu à donner aux personnes qui participent pour penser à la déconnexion dans l'accord du télétravail ? De toute façon,
la déconnexion, il ne faut vraiment pas que ce soit quelque chose, un simple mot qu'on agite comme ça en disant on a droit à la déconnexion. Il faut qu'il y ait une organisation du travail, une répartition de travail, une charge de travail qui permettent ça aussi. Parce qu'effectivement, si la répartition du travail est telle qu'on ne peut pas exercer son droit à la déconnexion et qu'à 20 heures, on est forcément interrompu par une urgence, un imprévu, quelque chose comme ça ne va pas. Donc, l'intérêt de négocier un accord sur le télétravail, c'est aussi, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de s'interroger sur l'organisation du travail et de faire en sorte que, par exemple, il y ait une anticipation sur les activités du service. Parce que des imprévus, si on n'est pas pompier, des urgences, c'est très rare hein, qu'on ait des vraies urgences. En général, c'est des défauts d'anticipation. Si on veut effectivement que les agents puissent exercer, et les cadres, hein, tout le monde, hein, exercer ce droit à la déconnexion, peut-être qu'en travaillant sur une meilleure planification du travail, des calendriers dans lesquels on fixe correctement les échéances, etc., localement, c'est des choses comme ça sur lesquelles on peut travailler pour que le droit à la déconnexion puisse réellement s'exercer. De toute façon, ça ne peut être que défini que localement. Hein. C'est pour ça que ces accords, la déclinaison de cet accord cadre est important, parce qu'il n'y a qu'en fonction du secteur dans lequel on travaille qu'on peut savoir si effectivement l'organisation du travail, on va pouvoir l'adapter facilement ou pas pour l'exercice de ce droit. Donc là, je n'ai pas, moi, comme ça, au niveau de la fonction publique, parce que la fonction publique, en plus, c'est 5,5 millions d'agents, 3 versants, c'est des réalités professionnelles très, très différentes. Donc, il n'y a que localement qu'on peut vraiment fixer ça. Donc, je pense qu'Olivier aurait plus sur son expérience, en tout cas, d'exemples ou de choses à dire là-dessus, peut-être. Alors, nous, on l'a travaillé également tout à l'heure. En fait, c'est plus une approche changement culturel qui a été retenue, parce que dans le contexte local, on est à l'hôpital, on travaille 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc les approches un peu jusqu'au boutiste, on coupe les serveurs à telle heure, quoi. Je veux dire, ça, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. L'approche culturelle, c'est un peu comme pour le télétravail. Le télétravail, c'est si je vois pas mon salarié, il bosse quand même. Là, si j'envoie pas un mail à 22 heures, je peut être également un très bon salarié, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, parce que, donc c'est aussi casser cette image de si je suis hyper connecté, je suis un hyper salarié. Ça, c'est quand même vraiment le premier truc un peu fondamental. La deuxième chose, c'est quand même faire prendre conscience à tout le monde, à la fois aux salariés et aux managers, que tout le monde n'est pas à disposition 24 heures sur 24 pour répondre à des sollicitations. C'est-à-dire qu'au moins, ça apporte le fait que quelqu'un qui a reçu un mail le dimanche soir, qui devait avoir un livrable, du coup, pour lui commander un livrable pour le lundi matin, s'il arrive sans son livrable, on ne pourra pas lui reprocher. C'est ça, donc, on a pour ce cas, c'est qu'une charte d'ailleurs, hein, du droit à la déconnexion. Plus des petites informations, des petits outils méthodologiques, utilisés dans Outlook, la fonction, pas de publicité, mais dans votre logiciel de messagerie préféré, la fonction envoi différé, par exemple. Parce que si ça vous arrange de faire votre mail à telle heure, c'est votre liberté. Il faut aussi laisser la liberté à chacun. Disait Laurent, il y a des moments, voilà, on préfère faire telle et telle chose, quoi. Mais par contre, n'imposez pas votre propre liberté à vos collègues. Voilà, c'est plus dans cette idée-là, hein, pour l'instant. Donc, c'est des choses qui sont assez générales. Plus quelques trucs et astuces pour éviter les plus gros dégâts d'hyperconnexion. Et puis aussi se poser cette question, quoi. Est-ce que je suis hyper connecté ou pas? Et si je le suis, est-ce que ça correspond vraiment à ma façon de faire? En tout cas, je ne peux pas l'imposer aux autres. Ou est-ce qu'il faut que moi-même, je sois capable de me réguler? Bon, c'est le genre de choses qu'on a actuellement. C'est intéressant parce qu'on voit bien que là, on est vraiment dans les questions d'organisation de travail et qu'on peut faire vraiment ce que je disais tout à l'heure, les parallèles entre ce qu'on vit en présentiel et en distanciel, et puis toutes ces questions culturelles. Quand tu dis hyperconnexion, effectivement, tu le remets sur le présentiel. Certains ont coutume de dire qu'il ne faut pas mélanger temps de présence et temps de travail.
Bah ouais, on est un peu aussi dans tout ça, mais comme tu le dis, voilà, j'envoie mon mail à 22h, ça fait quand même bien, quoi. Voilà, mais après, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, du coup, on a des régulations tant collectives au niveau de l'organisation du travail, peut-être des bornages, etc., mais sans effectivement priver de la liberté de chacun de faire à son rythme, parce que c'est ça, c'est le respect de chacun, le respect du rythme de chacun. Par contre, derrière, on n'impose pas une réponse immédiate. Effectivement, moi, je suis à 22h derrière mon ordi parce que je n'avais pas le courage ou je ne sais pas quoi d'y être avant. J'envoie mon mail pour informer que j'ai besoin de ça, mais je n'attends pas une réponse à 22h05, 10 ou 30, mais demain ou après-demain, ça ira très bien. C'est vraiment très culturel, tout ça. Et donc, il y a cette partie organisation du travail, donc, qui est plus là des bornes peut-être à donner. Et puis, on a peut-être sa propre organisation à réinterroger, hein, à travers sa charge de travail, les temps de travail dans le temps de travail, c'est-à-dire est-ce que je dois être toujours devant mon ordinateur ou pas? Est-ce que je m'organise des temps de lecture de mails, de réponses, etc. Enfin, finalement, quelque chose d'assez classique, mais qu'on a toujours du mal à faire. Il ne faut pas mettre de côté qu'il y a celui qui reçoit le mail en face. Parce qu'il y a la notion dont toi, tu t'organises parce que tu as envoyé à 22h, mais celui qui reçoit et qui voit, hein, il a envoyé ça à 22h, voilà, quelle réaction il va avoir, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que s'interroger tous sur ces sujets, c'est très Avoir important. des règles claires. Voilà. C'est l'intérêt des négociations. Communiquer. C'est mieux qu'un acte unilatéral qui tombe, parce que tout cela, c'est pas écrit derrière l'acte unilatéral, mais ça se vit. Alors qu'en négociation, on peut se dire les choses et puis peut-être plus le préciser en disant, voilà, droit à déconnexion, c'est un droit, mais aussi certaines libertés de respecter le temps, le rythme de vie, le rythme de travail de chacun. Par contre, on n'impose pas aux autres. Voilà, donc, tout ça, je pense, Olivier, dans votre négociation, c'est là-dessus que vous... C'est vraiment dans un truc tout concret, tout bébête. Hein, on a reçu tous une information comme quoi il fallait adapter nos signatures de mail. Hein, vous savez, elles sont mises en bas du mail avec la petite phrase. Alors, je ne connais plus par cœur, hein, mais si vous recevez ce mail en dehors de votre temps de travail et pendant vos congés, vous n'êtes pas tenu d'y répondre, sauf urgence impérieuse. Parce qu'évidemment, quand on reste à l'hôpital, on est obligé de mettre un petit bémol. Mais voilà, au moins, ça montre à celui qui le reçoit que, ah ben non, ça va, quoi, je traiterai demain. D'ailleurs, je ne l'ai même pas vu, en fait. Nous avons encore quelques minutes et il y a des questions. Alors, c'est pas une question de chat, c'est une réaction de ma part, mais effectivement, on regarde de ce qui s'échange qui est particulièrement intéressant. J'en reviens à la question du risque de surcharge de travail, alors tant pour celui qui est en distanciel que pour son manager, parce que je crois qu'aussi l'écueil, manager à distance, non seulement c'est pas inné, je crois qu'effectivement, quand on n'y est pas préparé, ça peut être une surcharge de travail. Or, l'enjeu est primordial sur la santé des agents qui sont à distance. C'est-à-dire comment on se met à l'écoute de son agent qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne croise pas la machine à café, comment on le sent, comment on vérifie voilà, comment il sent, comment il est, les risques, est-ce que vraiment il a cette possibilité chez lui d'avoir cet espace, etc. Enfin, il y a tellement de précautions et de choses à mettre en place et sur laquelle il faut être en veille de manière permanente, que je crois que, y compris pour celui qui encadre, ça peut se traduire en surcharge de travail. Et finalement, je me posais la question dans un accord, hein, mais au niveau des équipes syndicales, de l'attention à avoir sur ce que l'employeur peut mettre en place en termes de conduite du changement, parce qu'on est tellement, hein, c'est tellement massif, et puis peut-être de formation. Alors, c'était une question pour Olivier, à savoir, est-ce que la formation particulière des encadrants, elle avait été, elle était en réflexion. Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'un élément de l'accord? Parce que il me semble que là, au-delà des vigilances qu'on pourra dire individuellement aux gens, il y a quelque chose de plus structuré peut-être qu'il faudra mettre en place. Tout à fait, c'est ce qu'on avait prévu, enfin, c'est ce qui est prévu dans l'accord. Et ça a été proposé sur la base du volontariat. Il y a eu des formations spécifiques managers vis-à-vis du télétravail avec... mais sur la base du volontariat, seuls ceux qui avaient envie d'y aller, ils sont allés. La formation, moi je l'ai suivie, elle était vraiment très très bien faite, hein, fabriquée en interne, vraiment quelque chose de remarquable, avec plein de trucs et astuces et ainsi de suite. Et pour poser les bases d'une bonne pratique du management à distance, reste que fondamentalement, Sonia, tu touches du doigt ce qui moi me semble vraiment le plus difficile, c'est
dans le management, tout n'est pas explicite. Il y a une bonne part des choses, on est dans l'humain, dans les deux sens, manager, et il y a tout ce qui est l'informel. Et ça, c'est l'informel, c'est on se croise dans le couloir, on prend un café, on dit tiens, au fait, on voit la tête de l'autre, tiens, ça va aujourd'hui, ça va pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut rapidement perdre avec le télétravail, en particulier s'il est massif. Mais si on sort de la crise sanitaire et qu'on rentre en télétravail, je veux dire, maîtrisé, avec un nombre de jours fixé, on va retrouver une partie de l'informel malgré tout en se voyant en vrai. Et comment réinventer cet informel quand on est à distance? Eh ben, on s'appelle au hasard. On s'envoie un petit message instantané, on se fait un petit point en visio systématiquement tous les jours avec l'équipe, avec chacun de ses collègues au moins une fois dans la journée, on se fait des petits rituels, la visio du matin café, comme tu disais. Voilà, chacun après doit inventer son truc, hein. Il n'y a pas de recette toute faite pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est le point central du management par la confiance, c'est-à-dire faire en sorte que on est tous responsables dans son boulot, qu'on soit le manager ou son bras droit ou l'agent qui va être à l'autre bout de la chaîne. Chacun porte sa responsabilité et je pense que c'est vraiment des signaux à donner dans un management de confiance, à responsabiliser, hein, à encourager et à encourager en dehors des moments d'échange et de communication dont je parlais tout à l'heure qui sont institutionnalisés, d'avoir cette souplesse de se dire non mais moi mon manager je peux le contacter quand j'ai besoin, lui à l'inverse aussi on se donne aussi ces souplesses, ces respects de rythme de chacun dont on parlait tout à l'heure, mais voilà, c'est vraiment mettre en confiance dans une dynamique qui est plutôt vertueuse pour l'agent, son manager et le service public, et c'est peut-être ça la révolution la plus importante qu'on a à faire. Pardon. Non, je voulais juste dire à propos de l'accompagnement et de la formation des managers, parce que c'est vrai que ça crée aussi beaucoup de pression sur eux, hein, ces nouveaux modes de travail. Et effectivement, il faut manager dans la confiance, il faut être présent, il faut être attentif à ses agents, enfin, il faut beaucoup de choses. Et donc, les cadres, on l'a vu, hein, ils ont quand même beaucoup souffert pendant la crise. Hein. Je pense aussi en particulier aux cadres de proximité qui ont quand même un positionnement pas facile dans les entreprises, dans la fonction publique non plus. Et donc, dans l'accord cadre, on a vraiment insisté sur le fait qu'il y ait une formation et un accompagnement des cadres aussi, et en particulier des cadres débutants, des cadres qui sont eux-mêmes télétravailleurs, des cadres qui ont à gérer des équipes hybrides, hein, dont certains sont à distance, d'autres pas. Ça peut être un référent télétravail, un réseau de pairs. Enfin bref, il faut inventer des choses, mais pas non plus que les cadres portent tout sur eux et eux tout seuls, sans accompagnement, parce que c'est une période quand même très difficile. Alors peut-être une dernière question, je vois l'heure qui passe, mais Estelle nous dira comment on pourra répondre aux prochaines. Effectivement, sur les aspects d'équipement, un témoignage de quelqu'un de la métropole de Lyon qui dit que le fonctionnement en télétravail nécessite de bons outils informatiques, effectivement, et qu'une partie du travail des télétravailleurs bascule sur les agents en présentiel. Exemple, imprimer des documents. Effectivement, si on ne peut pas imprimer des documents, et faire signer des courriers aux élus. Et donc, il y a, a priori, dans cette situation, une surcharge de travail qui est inhérente au défaut, un transfert de la charge de travail. Et donc, elle nous interroge sur si ces conséquences, ce type de conséquences ont-elles été mesurées. C'est bien dans ça que le télétravail concerne l'ensemble du collectif et pas seulement les télétravailleurs, c'est un bon exemple. Hein, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans l'organisation du travail et ne pas créer de tension. Il ne faut pas que le télétravail soit une source de tension entre ceux qui télétravaillent et ceux qui ne télétravaillent pas non plus, ni une source de surcharge pour ceux qui restent sur place. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment travailler sur l'organisation du travail et pas seulement sur les activités de celui qui va être en télétravail et en faire pas au stade. Parce que ça concerne vraiment tout le monde. Tout à fait. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui soient en présence face aux usagers du service public. Et puis, quand on parlait de changement d'organisation de travail, c'est aussi changement de méthode de travail. Pourquoi on imprime? Pourquoi on fait signer des papiers? Je veux dire, on s'envoie des fichiers, on les signe en électronique. Il n'y a pas de transfert de charge sur qui que ce soit, quoi.
Après, les contextes sont Voilà, non, mais- peut-être un peu différents. Là, on est dans une collectivité territoriale, il y a des élus, j'imagine bien, j'imagine tout à fait le contexte. Voilà. La dématérialisation aide aussi à ne pas transférer de la charge quand on est en télétravail partiel. En tout cas, la question, elle démontre bien que c'est une vraie question d'organisation collective du travail. Et que Spécifique il faut- au lieu, qu'il faut spécifique retravailler à tout ça. la structure aussi. Oui. Hein, et C'est surtout l'accord faire. d'ailleurs de déclinaison, enfin c'est l'intérêt pardon, de D'être déclinaison au de l'accord plus près. national, où tout ne tombe pas comme ça, Ouais. on a un cadre, tant Ouais. mieux, c'est bien, mais maintenant il faut aller négocier au cas par cas suivant les pratiques avancées, comme disait Olivier, avec la dématérialisation, ou moins dans certains endroits, etc. bien sûr. Alors, comme nous allons devoir nous arrêter, puisque nous sommes arrivés au terme de ce temps d'échange, on laisse par contre les coordonnées déjà de Laurent Dumanche et de moi-même. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et puis, on fera passer les éventuelles questions aux autres personnes. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez encore nous écrire. Mes coordonnées, celles de Laurent, doivent s'afficher à un moment ou à un autre sur l'écran. Donc, n'hésitez pas à les conserver et à revenir vers nous. Le webinaire est enregistré, donc il y a un lien qui va être envoyé à l'ensemble des participants. Donc, vous pourrez le revoir et puis le faire passer dans vos administrations, bien sûr. Et puis, il y a d'autres événements auxquels on aimerait éventuellement vous inviter. Donc, on se permettra de vous envoyer des invitations pour qu'on puisse également aller plus loin ensemble. Et bien, il est temps pour moi de vous remercier. Donc, remercier déjà tous les participants et vous remercier tous les cinq, tous les quatre, pardon, parce que je pense aussi à la technique en même temps. Et bon, vraiment, Laurent, tu le disais, il faut savoir dire merci. Et il faut le dire parce que c'était un moment très intéressant d'échange. Merci à notre équipe technique qui a fait un super boulot également. Et puis, ma foi, à très bientôt. Merci à toi, Estelle, aussi, pour cette animation. Merci. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.